J'espère que ça ne se voit pas trop sur mon visage. J'ai eu une publication à rendre, donc je me suis pas couché très tôt. Alors les neurosciences computationnelles, c'est une branche des neurosciences qui s'attache particulièrement à décrire le fonctionnement des facultés cognitives et à décrire également les structures qui sous-tendent ces fonctions. C'est une science qui va s'intéresser beaucoup à de la modélisation mathématique et physique de ce qui se passe dans le cerveau, des interactions entre les neurones et entre les aires du cerveau. Et c'est une discipline aussi qui est proche, je dirais, des sciences de l'information, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, parce qu'elle travaille sur les mêmes outils qui nous permettent de mieux comprendre à la fois qu'est-ce que ça veut dire que de comprendre, d'être conscient, de voir, de parler, de bouger, et en même temps d'apprendre. C'est une question qui est très proche des travaux que je mène parce qu'on est particulièrement intéressé par la vision, parce que historiquement, en fait, on connaît mieux la vision que les autres sens. Et donc c'est un rêve intéressant d'essayer de copier la vision humaine. Malheureusement, je pense que déjà, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire que voir, même si on a des connaissances sur ce qui se passe effectivement dans le cerveau. On ne sait pas ce qui se passe véritablement, la chaîne de transformation depuis un stimuli extérieur jusqu'à la pleine conscience de ce que l'on voit et la compréhension de notre environnement. Essayer de copier ça, c'est déjà compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Heureusement, c'est aussi peut-être la bonne façon d'essayer de procéder. Et en fait, les modèles que l'on essaye de créer pour générer de la vision ou de la compréhension par ordinateur nous permettent d'informer justement également les neurosciences et de comprendre mieux comment nous-mêmes nous voyons les choses. Alors je rêve d'une publication potentielle qui me permettra de dormir un peu plus dans les semaines à venir. Je dirais l'impatience, ce qui est assez compliqué quand on veut faire de la recherche parce que c'est un processus assez long et parfois qui n'aboutit pas tout de suite, mais ça me permet de travailler sur moi. On peut tromper une IA et c'est une bénédiction parce que c'est ce qui permet justement l'entraînement, c'est la base fondamentale en fait de l'entraînement statistique des réseaux modernes qui sont performants et que le public connaît. Et c'est en même temps une malédiction parce que ce sont des modèles qui sont très fragiles et une simple perturbation ou un changement d'environnement fait que toute leur performance s'effondre. Du coup, l'enjeu, c'est d'essayer de créer des modèles plus robustes, de catégoriser ou de systématiser la compréhension de ces erreurs. Donc il y a une ligne de recherche scientifique très intense en ce moment sur comment tromper une IA. Et je dirais que dans La Cité de la Peur, il y a cette réplique culte qui dit on peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Et là, c'est l'inverse en AI. Je pense qu'on peut tromper 1000 fois le même modèle. C'est une époque qui n'a pas existé. Moi, je suis beaucoup plus attiré par ce qui va se passer dans le futur et notamment jusqu'où vont aller ces machines et le rapport que l'on aura à elles dans l'avenir. Alors, c'est pas vraiment un don de la nature, mais je pense que l'ubiquité pour un chercheur, c'est assez utile et assez pratique dans ses recherches. Mais après, est-ce que tout savoir et tout percevoir, c'est pas un peu fatigant à la longue? Je pense à Picasso qui disait déjà dans les années 60 les ordinateurs ne m'intéressent pas parce qu'ils n'ont que des réponses à apporter. Alors effectivement, je pense que c'est très important, comme je disais, ça nous permet de comprendre quel est le raisonnement entre guillemets d'un système pour arriver à une réponse qui est fausse. Et donc on a besoin effectivement d'explorer pourquoi le modèle se trompe, comment il fait des erreurs qui sont pour un humain complètement aberrantes. Et ça va nous permettre justement d'itérer et de créer des modèles qui sont plus performants. Il y a tellement de manières de perturber un modèle, je pense qu'on ne pourra pas tout explorer. J'aime beaucoup la science-fiction et la robotique décrite par Kadik et Asimov dans les années 60. L'Auvergnat de Brassens, parce que c'est mon grand-père qui me l'a chanté. Alors c'est un outil formidable, je dis ça parce que j'en fais un outil intensif dans ma thèse. C'est un outil mathématique qui est utilisé déjà dans énormément de champs, l'aéronautique par exemple, la chimie, la météorologie. Et c'est un formalisme qui permet de comprendre comment un système évolue lorsqu'on fait varier l'une de ces variables. Donc par exemple, typiquement pour des réseaux de neurones, lorsqu'on change les paramètres de ces neurones,
comment évolue l'intégralité du système et sa réponse à des stimuli donnés. Alors c'est une bonne question parce qu'elle est assez courte, ma carrière. Je dirais que voir ma première publication a été citée il y a une semaine, c'était une joie parce que ça montre qu'effectivement d'autres gens s'intéressent à ce qu'on fait et que finalement on a une contribution ne serait-ce que modeste aux champs sur lesquels on travaille. J'ai pas vraiment de hobby ou de collection, non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mon programme, ce serait beaucoup de recherche et c'est pour ça que je suis très content et fier d'être un parti de ce programme 3IA en France parce que je pense qu'on a besoin énormément d'exploration et de plus de compréhension de cette énorme révolution qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle sera dans notre monde futur. Donc oui, beaucoup de recherche.